Bonjour et Boker Tov, nous allons étudier aujourd'hui le Sheni, deuxième montée de Parashat Vayikra, dans le cadre du Bet HaMidrash Hillel, Bet HaMidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence aujourd'hui au Perek Aleph, premier chapitre du livre de Vayikra, Pasuk Yud Dalet, verset 14. Nous avons vu hier le digne du Korban Ola, du sacrifice Ola, qui est traduit en français par Holocauste, qui désigne un Korban qui est entièrement brûlé sur le Misbéar pour Akadosh Baruch Hu. Uniquement la peau du Korban revient au Kohanim, et ce Korban était consacré Mina Habakar ou Minatson, ou bien du gros bétail ou bien du petit bétail. Ce Korban était principalement l'Irtsono, selon la volonté de la personne, et nous avons aussi vu que dans le cas où une personne avait manqué de faire une mitzvah assez, une mitzvah positive, exemple, qui n'avait pas lu le Kriyat Shema, la lecture du Shema en son temps, alors il pouvait amener ce korban pour se faire pardonner. Maintenant, dans le cas où une personne n'a pas les moyens, il pouvait aussi amener un korban Ola, mais cette fois-ci avec un oiseau. Pasuk Yud Dalet, verset 14. Ve'im minaof, si c'est parmi les oiseaux, Ola, c'est un korban Ola, korbano l'Hachem, que son korban soit pour Dieu. Alors, la raison pour laquelle je lis de cette manière-là, c'est que, d'après certains commentateurs, il faut souligner ici, c'est que korbano l'Hachem, véritablement ici, l'ensemble du korban est pour Dieu. Alors que, dans la Ola, dans le korban Ola du bakar et du tson, du gros bétail et du petit bétail, une partie, certes insignifiante, c'est-à-dire la peau, et uniquement la peau revenait au Kohanim, ici, rien n'est laissé aux Kohanim, aux hommes en général. Tout est korbano, l'Hachem, tout est sacrifié pour Dieu. Donc, si je choisis d'offrir un oiseau, je peux le prendre vehikriv, et donc il l'approchera, il pourra le donner min hatorim, parmi les tourterelles, o min bene hayona, ou bien parmi les jeunes colombes, et korbano, son korban. Rachid expliquait min haof, à chaque fois qu'on a le mot min, c'est pour nous faire une exclusion. Alors min haof, Rachid expliquait velo kol haof, et pas tout oiseau. Fiche Nema, puisqu'il est dit tamim zachar babakar, puisqu'on a vu hier que pour du bétail, il fallait qu'il soit tamim, qu'il soit sans défaut, zachar et mâle, concernant le bakar, et aussi bakevasim ou vaizim, concernant les moutons et les chèvres, tamut vezachut, qui doit être sans défaut, et que ça doit être un mâle, babema, c'est uniquement si on amène un sacrifice du gros bétail, ve'en tamut vezachut, et cette condition d'être sans défaut et d'être mâle, baofot, ne rentre pas en compte pour les oiseaux. Donc, Yachol, est-ce possible, af mechoussar, ever, même un oiseau à qui manquerait un membre? Talmud Lomar, la Torah nous dit minaof, pas n'importe quel oiseau. Minaof, parmi les oiseaux, et pas tous les oiseaux. Il faut bien sûr qu'il soit entier. Hatorim gedolim, c'est lorsqu'ils sont à l'âge adulte, grand, vélo ketanim, et pas petit. Bene Yona, c'est le contraire, ce sont de jeunes colombes, Ktanim qui sont petites, Velo Gdolim et non adultes. Min Hatorim ou Min Bene Yona, encore une fois, le mot min ici vient nous exclure quelque chose. Rachid nous expliquait, Prat, il vient exclure les Trilat Hatzahov, le début du jaunissement, c'est-à-dire qu'au niveau des plumes du cou, on peut voir un jaunissement apparaître. À ce moment-là, chez Bazé, chez Opasoul, que pour l'un comme pour l'autre, il ne peut pas être amené comme sacrifice, il est inapte. Pourquoi? Chez Gadol ou Etzel Beneyona, car il est déjà grand par rapport à l'âge requis pour être appelé Beneyona, Vekatan Etzel Tori, mais il est encore trop jeune pour être dans la catégorie des Torim, des tourterelles. Donc, dans ce cas-là, il est exclu Mina Torim au Min Bene Hayona, puisqu'il est trop vieux pour l'un et trop jeune
pour l'autre. Dans la symbolique, Rabbeinu Bechayed expliquait pourquoi on prenait des torim, des tourterelles. Les tourterelles ont une qualité, entre guillemets, c'est que lorsque leur compagnon, le tourtereau, disparaît, la tourterelle reste seule et elle ne s'accouple pas avec un autre tourtereau. Et ici, c'est un symbole pour dire que nous, les Bnei Israël, qui sont comparés ici à l'oiseau, nous n'allons pas nous accoupler, entre guillemets, avec un autre Dieu, mais on restera fidèle comme une tourterelle à son tourtereau. Et pourquoi les yonim, on les prend pas trop grands et seulement béné à Yona? Le Rabbeinu de Bechayed expliquait que, au bout d'un certain moment, lorsqu'ils grandissent, les colombes deviennent très canaïm, très jalouses les unes des autres. Et c'est le symbole un petit peu du piroud, de la séparation. C'est pour ça que si on veut amener des yonim, des colombes, il faut les prendre jeunes, béné à Yona, parce qu'ils n'ont pas encore développé ce côté un petit peu jaloux. Pasuk Tedvav. Vehi krivo, et il l'amènera à Kohen, le Kohen, el ha misbeach, vers le misbeach, ou malak et rocho, il va déchirer sa tête, veiktir ha misbecha, afin de la brûler sur le misbeach, venimtsa damo. Alors venimtsa damo, dans les traductions en français, la traduction la plus proche, c'est drainer, c'est-à-dire qu'on va faire sortir le sang et l'appliquer al-kir ha-misbeach sur la paroi du misbeach. Voyons ce que Rashi va nous expliquer. Vehi krivo, c'est le Kohen qui donc a porté le korban sur le misbeach. Donc vehi krivo, c'est un lachon yachid, c'est un singulier, et pas comme on a l'habitude de voir vehi kriv. La vehi krivo afilu ferida hachat. Même si c'est un seul oiseau, Yavi, il pourra l'amener en Nedava, il pourra l'amener en don volontaire pour Akadosh Baruch Hu, si ce n'est que une seule colombe. Ha-Kohen, le Kohen ou Malak, c'est le Kohen qui va donc déchirer la tête de l'animal. Pourquoi on a besoin encore de nous préciser cette chose-là? Alors Rachid de nous expliquer la chose suivante. Ici, le rôle du Kohen est très important, pas seulement pour amener le sacrifice sur le misbéach, ça c'est la logique veut cela, mais aussi pour la melika. Rachid nous expliquait en melika bekli ela beatzmo shel Kohen. La melika, donc le fait de couper la tête, ne peut pas se faire avec un ustensile, avec un couteau ou autre chose, ela beatzmo shel Kohen, le Kohen lui-même. Alors comment c'est possible que sans aucun ustensile, il va couper la tête? Alors Rashi dit, Kotsetz betziporno, il coupe avec son ongle, mimoul aoref, face à la nuque, vechoter mafrkato, et il tranche la vertèbre, ad shemagia la simanim, jusqu'à qu'il arrive au signe. Alors les signes, il y en a deux, c'est l'œsophage et la trachée, ce qu'on appelle cané et véchet, vekotsetsam, et il les coupe. Donc c'était fait avec la main, avec de l'ongle du Kohen. C'est pour ça qu'on a besoin de nous rappeler ha-Kohen ou Malak. Rachid de nous expliquer maintenant venim tzadamo. Alors donc venim tzadamo, ça veut dire on va drainer son sang. C'est qu'on va appuyer sur le cou pour faire sortir le sang et le mettre sur le misbeach. Alors venim tzadamo, Rachid de s'intéresser à l'étymologie du mot venim tzadamo, la shon, c'est le même terme que mitz apaim. Mitz apaim, alors, vous verrez dans certains chumashim, c'est traduit la compression de la colère, ou bien, si on veut véritablement traduire les choses dans leur sens simple, il faut parler de mitz comme dans le sens de jus. Alors, quel est le contexte de ce pasouk? Le pasouk est un pasouk de Michelet. Michelet nous dit que c'est très grave de se mettre en colère. Ce sont des paroles de Moussar. Et il dit que le fait de se mettre en colère, ça va amener encore beaucoup de machloket, de division. Et quand il exprime de manière imagée la colère, il dit mitz apaim.
c'est le jus du nez. Comme si on pressait le nez et on sortait la colère. Et d'ailleurs, la fin du pasouk, c'est mitz apaim yotzi riv. Du jus du nez, ça veut dire de la colère, sort la rive, la machloket, la dispute. Ou bien, c'est marqué un pasouk dans Ishaya qui afes hametz. Ici, c'est une image que nos ennemis nous ont pris notre essence qui restait de ce que le peuple juif pouvait encore avoir. Et donc, c'est comme si ils nous ont sucé, ils nous ont pris notre jus. Et comment on dit? Qui a fait sametz. Le jus est fini. C'est-à-dire qu'ils ont tellement compressé qu'il reste plus rien. Alors, comment ils faisaient avec cet animal? Kovesh bet à shrita, il pressait à l'endroit de la shrita, al-kir ha-misbeach, sur la paroi du misbeach, ve'adam, et le sang, mitmatse ve'yored. Donc il sortait et il descendait, il s'écoulait sur la paroi du misbeach. Donc mitmatse, ça veut dire drainer le sang, le faire sortir. Umalag ve'iktir ve'nimtsa, l'ordre des choses n'est pas du tout logique ici, parce que il coupe, il brûle, et après, il va écouler le sang sur les parois, ce qui n'est pas possible. Alors, Rachid dit, Efchar lo marken, est-ce possible de dire une telle chose? Machar chez Umaktir, puisqu'il a brûlé Umotsa, comment il peut maintenant faire sortir le sang et le drainer sur les parois du Misbeach? Et là, ce qu'on veut nous dire ici, même si c'est dans le désordre, Mahaktara, comme au moment où il va brûler sur le Misbeach, Arosh beatzmo ve'agouf beatzmo, la tête à part, le corps à part, af melika kem, même au moment de la melika, ça doit être de cette manière-là aussi. C'est-à-dire que le déchirement doit être de manière à séparer la tête du corps. Ou pshuto shel mikra est le sens simple. Comment expliquer l'ordre du pasuk? Et Rachid nous dit tout simplement, mais soras ou, c'est les termes qui doivent être inversés. Et c'est comme si ça devait être marqué Umalag vektir, il déchira et après il va le faire brûler, il va faire monter en fumée, vekodem aktara, mais avant cela, venim tzadamo, il devra avoir drainé le sang, faire sortir le sang et l'avoir appliqué sur les parois du misbeach. Maintenant, avant de brûler le korban, le Kohen devait faire autre chose. Pasuk Tetzaïn, verset 16. Veissir, et il enlèvera, et murato, son jabot, benotsata. Alors on va voir, d'après Rachid, il y a deux sens ici. On va ici traduire dans le sens simple, ça veut dire avec ses plumes. Veishlich ota, et il va jeter donc le jabot avec les plumes, et c'est la misbeach, à côté du misbeach, kedma. Kedma, ça veut dire à l'est de la pente qui montait vers le misbeach, c'est-à-dire du côté sud du Mishkan, elle met comme à Dachen, à l'endroit du Dachen. Alors le Dachen, c'est l'endroit où on mettait chaque matin les restes, pas seulement une partie des restes du misbeach, mais on mettait aussi les restes du misbeach à Kétoret, les Kétoret qui avaient brûlé en fin d'après-midi, et même les cendres de la menorah, des petites restes de pétilim, de mèches de la menorah. Donc, des chaînes on traduira en général cendres, même si ce n'est pas uniquement que des cendres. Rashi de nous expliquer exactement comment ça se passait. Murato, Mekom a Rei, c'est l'endroit des excréments. Zehazefek, c'est le jabot. Donc, l'oiseau mange, puis après ça passe, ce qui correspond chez l'oiseau à notre poitrine, et c'est là-bas où c'est le jabot, d'ailleurs comme certains chemisiers à jabot, et ça descend après jusqu'à l'estomac. Alors, Notsata, Rachid expliquait, im bene mea, avec les intestins. Donc il fallait tout enlever. Venotsa, alors quelle est l'étymologie maintenant du mot notsa? Notsa, lachon devar amaus, c'est quelque chose de dégoûtant. D'accord? Donc ici l'étymologie n'est pas plume, mais quelque chose de repoussant. Comme on a trouvé dans le livre de Echad et Lamentation,
Kinatsu gam naou. Ils étaient dégoûtants et ils étaient errants. Là-bas, c'est une description de ce qui se passait à Yerushalayim, où les personnes qui étaient aveugles erraient dans Yerushalayim et étaient devenus dégoûtants parce qu'il y avait énormément de cadavres et donc ils étaient complètement pleins de sang puisqu'ils n'arrivaient pas à éviter les cadavres et donc on dit là-bas Natsu, ils étaient devenus repoussants. Ça, c'est l'étymologie de Natsu qui veut dire quelque chose de dégoûtant. Vezeu chez Tirgem Onkelos, c'est ce que le Targum Onkelos il dit Behuchle. Behuchle, ça veut dire ce qu'il reste de sa nourriture. Vezeu midrasho shel Abba Yossi ben Hanan. Ça, c'est selon l'explication de Abba Yossi ben Hanan. Shamar, que lui, il a dit, notel et akur kevan ima. Que lorsqu'il enlève le jabot, il doit enlever le jabot avec l'estomac. Verabotenu zalamrou, nos chachamim m'ont dit, comment ça se passait? Koder saviv hazefek. Il découpait autour du jabot, donc à l'avant de l'oiseau, Bessakin avec un couteau, Ke'en aruba, comme une sorte d'ouverture de fenêtre, Venotlo, et il le déchirait, il l'enlevait, Imanotsa avec les plumes, chez Alaor qui se trouvait sur la peau. Et là, Rachid de nous expliquer quelque chose de très intéressant. Ici, on voit qu'on se débarrasse du jabot et de l'estomac. Alors que pour l'aola de la béma, tout ce qui était intestin était lavé, était sacrifié. Donc Rachid nous dit, Beolat Be'ema, concernant l'aola du gros bétail, She'ena Ochelet, que le bétail ne mange que Ela Behevus Be'alea, dans la mangeoire de ses maîtres, puisqu'il est élevé, et donc il ne mange que ce qu'on lui donne à manger, donc obligatoirement il ne vole pas. Neymar, c'est marqué, Ve'akere ve'akeraim yichatz bamaim. Les entrailles et les jambes devront être lavées dans l'eau, et après, Vehiktir, on les mettait sur le misber pour qu'ils partent en fumée. Ou Baof, par contre l'oiseau. Shenazon, Mina Gezel, qu'il est possible qu'il soit nourri de ce qui est volé, puisqu'il picore à droite et à gauche. Nehemar, c'est marqué, Veheshlich et Ameaim. Il faut jeter les entrailles, chez Achlo Mina Gazel, qui a profité de quelque chose de volé. Rabbeinu Bechaye ici de souligner la gravité de profiter du vol. On ne peut pas amener quelque chose qui a grandi grâce à du vol sur le misbéach. Et d'ailleurs, c'est très bien dit dans le Teilim, que nous avons l'habitude d'appeler le Teilim de la Parnassa, où on dit Mi ya'ale be'ar Hashem ou mi yakum bimkum kocho, qui est celui qui peut monter dans la montagne de Dieu et qui peut se tenir dans son droit saint, neki chapaim uvar levav, quelqu'un qui a les mains propres, quelqu'un qui ne profite pas de quelque chose de volé. Rachid de continuer, Etzel ha-misbeach kedema, il met vers le misbeach kedma, kedma bemizracho shel kevesh. C'était à l'est de la pente, côté sud du Mishkan. El mekom adashen, à l'endroit où étaient déposées donc les différentes cendres, mekom chez notnim sham, l'endroit où on posait là-bas troumat adeshen, le prélèvement du deshen, des restes, bechol boker, chaque matin. Chaque matin, le Kohen montait et enlevait les restes des graisses et des corbanotes. Alors symboliquement, ça s'appelle troumat adeshen. Il prenait qu'une petite partie. Quand, sur le misbéach, il y en avait 3, alors carrément, ça s'appelle otsat adeshen, on vidait, entre guillemets, la poubelle, mais tous les jours, il fallait avoir le temps de commencer la journée par troumat adeshen, c'est-à-dire enlever symboliquement une partie des graisses de la veille, donc qui était maintenant de la cendre. Vedishun misbéach hapenimi, on faisait la même chose, où on enlevait les restes des kétoret de la veille, vea menorah, et on faisait la même chose pour la menorah. Et tous étaient rassemblés au même endroit, vekulam nivlaim sham bimkomam. Il y avait quelque chose de miraculeux, qu'ils étaient avalés là-bas, à leur place à cet endroit-là. C'est un miracle qui n'a eu lieu qu'au temps du premier Beth Amikdash. Au temps du deuxième Beth Amikdash, hélas, la grandeur spirituelle du deuxième Beth Amikdash n'était pas au même niveau. Il y avait des choses qui manquaient. Et donc, là, lorsqu'on déposait à cet endroit-là qui s'appelle Makom Adashen, alors c'était miraculeusement avalé par le sol du Beth Amikdash. Pasuk Yudzaïn. Et donc on continue à nous décrire
Comment se passait donc cette Ola du Off, Ola de l'oiseau, Veshisa Oto, il va le fendre, Bichnafave, avec ses ailes, Loyavdil, il ne devra pas se séparer complètement, Vektir Oto à Kohen, et le Kohen va le faire monter en fumée, va le brûler, Hamizbecha sur le Mizbeach, Alaïtsim sur le bois, Asher Alaesh qui se trouve sur le feu, Olaou, c'est un korban Ola, Ishe, c'est un sacrifice par le feu, Riach Nechuach Lachem, une odeur agréable pour Akadosh Baruch Hu. Veshissa, Rachid nous dit fendre, ça veut dire quoi? En Shisua et la Beyad. Fendre, ça ne se faisait qu'avec la main. On n'utilisait pas un couteau pour le faire. Ren ou Omer Beshimshon, ainsi on a dit concernant Shimshon, Vaishaseu Keshasa Hagedi. Il l'a fendu comme on fend un chevreau. C'est là-bas le fameux épisode avec le lion. Donc, Shissa, ça veut dire à la main. Bichnafave, alors, c'est ses ailes, mais c'est aussi les ailes avec les plumes. Imkenafav, avec les plumes. Et avec les ailes. Et notre sarich limrot, il n'a pas besoin d'arracher kanfenutsato, les plumes de ses ailes, de son plumage, et on le brûlait tel que. Bichnafaf, notre samamash, c'était vraiment le plumage. Alors là, Rachid se pose une question. Ve'alo, mais voilà. En lecha idiot. Il n'a pas une personne normale, un être humain normal, chez mes reach kenafai nisrafim, qui peut supporter l'odeur des plumes qui brûlent, ve'en nafsho katsalav, et que ça ne le dégoûte pas. Ve'lama marakatu ve'iktir. Alors pourquoi la Torah nous demande maintenant de brûler avec le plumage? Kede sheye hamizbeach savea, afin que le misbeach soit rassasié, ou meuda, et devienne beau, embelli, be korbano shel ani, par l'offrande de ce pauvre. Parce que si on enlève les plumes, qu'est-ce qui va rester? Sur un petit oiseau, sur une petite tourterelle, ou sur une jeune colombe, si on enlève le jabot, l'estomac, les plumes, qu'est-ce qui reste? Il fallait que le korban du pauvre ait lui aussi une certaine importance, c'est pour ça qu'il était brûlé tel que. Lo yavdil, donc il ne devra pas séparer, eno mefarko, les gamrés, pas démembrer, pas enlever complètement les morceaux lichte chatichot en deux morceaux, et la koro migabo, il le déchire au niveau du dos, neemar baof, on a dit, alors, et il le déchire au niveau du dos. Ok, maintenant Rashi va dire autre chose. Neemar baof, concernant l'oiseau, c'est marqué reach nechoach, une odeur agréable. Veneemar babema, et concernant le gros bétail, c'est marqué reach nechoach, une odeur agréable. Même expression, que ça soit pour du gros bétail, pour que ça soit du petit bétail, ou un simple oiseau. Le marlecha, c'est pour te dire, echad amarbe vechad amamit, celui qui donne beaucoup ou celui qui donne peu, ou bilvat sheichaven et libo la shamaim, à condition que son cœur soit dirigé vers Akadosh Baruch Hu. L'intention ici est importante. Alors un riche va amener du gros bétail. Quelqu'un qui a moins du petit bétail. Un pauvre, il va amener une tourterelle, Reach Nechuach Lachem, ça s'appelle une odeur agréable pour Akadosh Baruch Hu. Donc maintenant, la Torah va nous parler d'une autre sorte d'offrande. Une offrande qui est appelée oblation, mincha. Cette oblation va être composée uniquement de végétaux. On ne parle plus d'animaux, ni même d'oiseaux. On parle de végétaux. Et voilà ce que la Torah nous dit au Perek Bet, au 2e chapitre du livre de Vaikra. Venefesh. Nefesh est une personne qui t'acrive, qui va approcher, qui va offrir Korban Mincha Hashem, un sacrifice d'oblation pour Hashem. Solet yé Korbano, son Korban, son sacrifice sera fait de farine, pas seulement de farine. Solet, ça désigne de la farine qui a été raffinée, de la fleur de farine. Yé Korbano, donc son Korban sera à base de farine. Veyatzak Alea, il versera par-dessus Shemen de l'huile. Venatan Alea, il va mettre sur ce mélange de farine et d'huile l'Evona de l'encens. Voilà donc ce Korban qui paraît être pas très important. Juste pour comprendre en quantité,
on parle à peu près d'une quantité de farine qui serait équivalent à 2 litres et demi, d'un volume de 2 litres et demi. Donc c'est pas grand chose. L'huile, c'était un log qui correspond à peu près à 35 centilitres d'huile. Et la levona, l'encens, c'était uniquement une pleine poignée. Donc vraiment, c'était à la portée de chacun. Alors Rachid s'intéressait, c'est qui ce nefesh? Venekfesh qui t'akrive. On a l'habitude, Adam, Ish, nefesh, c'est qui? Lo neemar nefesh, on a dit le terme de nefesh, bechol korbanot nedava, dans tous les sacrifices, donc donnés, des sacrifices volontaires, et la bamincha, seulement concernant l'oblation. On a l'habitude de dire Adam qui akrive, on a vu ça dès le début du Sefer Vaikra. Donc midarko leitnadev mincha, qui est celui qui habituellement offre une mincha, une oblation? Ani, c'est le pauvre. Il n'a pas grand chose. Ni gros bétail, ni petit bétail, ni même volaille. Amar Akadosh Baruch Hu, il dit Ma'ale ani alav. Alors moi je considère, je lui compte Kehilu ikriv nafsho, comme si il a sacrifié son âme. C'est nefesh. Puisque pour lui, ce sacrifice-là, c'est véritablement un sacrifice de prendre de la farine, de prendre de l'huile et d'offrir le tout. Pour moi, dit Akadosh Baruch Hu, c'est comme s'il a fait nefesh. Solet yiyeh korbano, de la farine, de la fleur de farine, composera son korban. On sait qu'il y a plusieurs sortes de menachot. Ici, on parle d'une mincha très particulière, puisqu'elle s'appelle que mincha, que oblation. Alors que les autres, on va les appeler minchat machavat, minchat machreshet, minchat ma'afetanour, etc., etc. Donc ici, de quoi on parle? On parle de la mincha la plus simple. Et lorsqu'une personne va prendre sur lui d'offrir une mincha, ce sera au minimum cela. À Omer, nous dit Rashi, celui qui dit Are alay mincha, je prends sur moi une mincha, une oblation stam, mais il doit amener minchat solet. Cette oblation de farine, shei arishona shebe menachot, c'est la première de toutes les oblations. Venik metzet. Et donc on en prend une poignée Keshei Solet, quand il est encore à l'état de farine, Kmo Shemefouraj Bainyan, comme nous allons maintenant l'expliquer dans le sujet lui-même. Les fiches Neemrukan, puisqu'on a mentionné ici, on a parlé ici, Chamisha Mine Menachot, 5 sortes d'oblations, Vechulan, Bahot, Afuyot, et toutes sont cuites Kodem Kmitza, avant qu'on retire une poignée pour sacrifier sur le Mizbeach, Chutz Mizou, à part celle-là. L'écart Kerouya, c'est pour ça que généralement, elle est appelée Minchat Solet, une oblation de farine, de fleurs de farine, Solet. Rachid expliquait, Solet, fleur de farine, En Solet et la Minachitim. Lorsqu'on parle de farine, on parle de farine de blé. Chez Neymar, comme c'est marqué, Solet Chitin, de la farine, de la fleur de farine de blé. Ve'en mincha, et une mincha, une oblation, c'est pas moins que pechuta meisaron, pas moins qu'un dixième de efa, qui correspond au volume à 43 œufs, à peu près, plus 1/5 pour être très précis. Chez Neymar, comme c'est marqué, veisaron solet le mincha, 1/10 de efa sera offert comme oblation de farine. Et Isaron, l'echol mincha. Donc c'est au moins 1/10 de efa pour chaque mincha, qui correspond aujourd'hui à peu près au volume de 2 litres et demi. Veyatzak alea shemen, il va verser par-dessus de l'huile al kula, sur la quantité entière de farine. Alors, en vérité, le Rambam de nous expliquer qu'il y avait 3 étapes. Il mettait une partie de l'huile dans un ustensile, il mettait dessus la farine, puis après il mettait de la farine sur l'huile, une deuxième fois, mais cette fois-ci sur la farine, il mélangeait le tout. Après on mettait dans un clicharet, dans un ustensile réservé à la avoda, et on y mettait l'huile, et après la levona, et après on y mettait l'encens. Nous continuons dans Rashi. Veyatzak alea shemen, on a dit celui-là al kula. Venatan alea levona, il mettait de l'encens al miktsata,
sur une partie. C'est-à-dire, maniar kometz levona alea, il déposait une poignée d'encens de levona sur elle, les tzadechad d'un côté. Umar Raïta l'Omerkan, Rachid dit, mais pourquoi on en est arrivé à dire une telle chose? Chez En Ribouille Acha Ribouille Batora et là les maîtres. Parce que quand on inclut quelque chose, après avoir déjà inclus quelque chose, c'est qu'on veut exclure quelque chose. C'est-à-dire, lorsque on veut expliquer un pasouk, on regarde comment le pasouk il est construit. S'il y a deux cas où on fait un ribouille, c'est-à-dire quoi un ribouille? C'est qu'on inclut quelque chose. Une fois, puis une deuxième fois, alors la deuxième fois, on doit comprendre que c'est pour nous dire un miout, c'est-à-dire une partie simplement, une exclusion. Donc, ici, d'abord c'est marqué aléa, c'est pour nous dire qu'on versait de l'huile sur toute la quantité de farine. Après c'est marqué encore une fois aléa pour nous dire pas comme la première fois où on a inclus l'ensemble de la farine, mais pour nous dire une partie de la farine. Donc quand on veut expliquer le pasouk, on va dire Veyatzak alea shemen, surtout, Venatan alea levona, sur une partie seulement. Donc c'est miout, c'est ribouille, puis ribouille pour nous dire que le deuxième, c'est pas exactement comme le premier. Davaracher, une autre explication, shemen, de l'huile al-kula, sur l'entière quantité de farine, mipne chez univlal, parce que il va être mélangé ima. Venikmatz ima, et puis après on va prendre une poignée avec. Comme c'est marqué, misolta ou mishamena, de la solette, de la farine et de l'huile. Ou levona, par contre, la levona, l'encens, al mixata, c'était que sur une partie de l'oblation. Sheena nivlelet ima, car elle n'était pas mélangée. Velo nikmetset ima, elle n'était pas prélevée avec elle. Chez Neymar, comme c'est marqué, alcool levonata, surtout son encens. Pourquoi? Chez la char, chez kamatz, après qu'il ait pris une poignée du mélange de farine et d'huile, mais la quête est à levonakula, il prend tout l'encens, met aléa au-dessus, ou maktira, et il brûle la levona. Donc, ici, pourquoi on sait que c'est que sur une partie? Puisqu'il n'y a pas le mélange qui se fait avec la farine et l'huile. Veyatzak, venatan, veevia. La suite, c'est Veyatzak, il va verser, Venatan, il va le donner, Vehevia, et il va l'amener, mais la mère, là on apprend, chez Yetzika ou Belila, que au moment où on verse l'huile sur la mincha et qu'on mélange, Kesherim, Bézar, c'est autorisé même avec quelqu'un qui n'est pas Kohen. À partir d'un certain moment, on va devoir uniquement faire le reste de la avoda par un Kohen. Pasuk bet, Veheviha, et il l'amènera, il la portera, donc ça, c'est le propriétaire de la mincha, pour l'instant, qui s'en est occupé, El Bene Aaron, aux enfants de Aaron à Kohanim, qui sont des Kohanim, c'est-à-dire Kacher, pas seulement descendants, mais Kohanim Kacher, Vekamatz, et il va en retirer une poignée Misham, de cet endroit-là, Melo Kumtso, une pleine poignée, Misolta, de sa farine, ou Mishamna, et de son huile, Alcool Levonata, à part toute son encens, Veiktir à Kohen, et le Kohen va le brûler, et Askarata, son souvenir, ça veut dire une partie simplement, considérée comme le souvenir de la mincha, Hamizbecha, sur le Mizbeach, Ishe, c'est brûler Riach Nechoach Lachem, et c'est une odeur agréable pour Akadosh Baruch. Donc Rashi de nous expliquer Hakohanim ici pourquoi c'est précisé, Hakohanim Kamatz mi Kmitza Velach, à partir du moment où on va prendre la poignée Mitzvat Keuna, tout doit être fait par un Kohen, alors que précédemment on avait vu que même un zar, un non-Kohen pouvait le faire, par exemple le mélange de farine avec l'huile. Vekamatz misham, et il prendra de là-bas. De là-bas on dirait que c'est un endroit géographique, on s'attendrait à dire Vekamatz mina mincha, ou bien Vekamatz mimena, il prendra de elle. Non, ici c'est vraiment un endroit géographique, un point
précis dans le Bet Amikdash, Mimakom, de l'endroit chez Raglé Hazar Omdot, où même un étranger, c'est-à-dire un non-Kohen peut se tenir, Lela Metra, ça vient apprendre, chaque mitzak shera, que le fait de prendre la poignée de farine, c'est kachar bechol makom ba'azara, dans tout endroit dans la Hazara, af beyud alef ama shel mekom drissat ragli Israël, même dans les 11 amot, où c'est l'endroit où les béné Israël pouvaient encore mettre leurs pieds, c'est un endroit où Beth Amikdash qui était proche de l'entrée est, qui faisait 11 amot de large, grosso modo 5 mètres de large, sur une longueur de 135 amot, d'accord, en sachant qu'une ama, c'est à peu près 50 cm. Là-bas, ce qu'on appelle Ezrat Israël. Et après cet endroit-là, c'est Ezrat Kohanim. Là-bas, la partie des Kohanim, un Israël ne pouvait pas rentrer. Dans la Ezrat Israël, on pouvait faire la Kmitza. On pouvait prendre la poignée. Attention, je rappelle que c'était un Kohen qui devait prendre la poignée. Melo Kumtso. Ça veut dire quoi une pleine poignée? Yachol, c'est possible que on va faire de telle sorte que ça va dépasser des doigts, ou Merouvatz, mais peut-être qu'on va dire que il doit prendre tellement que ça dépasse des doigts, Mevatbetz, Veyotze et Cholzat, ça sortait de tous les côtés, Talmud Loma, Bemakom Acher, c'est dit dans un autre endroit, dans Parashat Tzav, Ve'erim mimeno bekumtso, uniquement sa poignée. Lo yé kacher et la machebetoch hakometz, ne sera kacher, ne sera valable que ce qui se trouve dans la poignée. Ibekumtso, alors, si c'est uniquement dans sa poignée, yachol chaser, possible qu'ils prennent pas trop, que ça dépasse pas, et peut-être ça va pas remplir entièrement l'espace de la poignée. Talmud Loma, non, c'est marqué melo, entièrement. Alors comment je fais melo kumtso? Ha ketzad, comment on fait? Alors chofé, ça veut dire il recouvre. Comment il va recouvrir? Il va recourber shelosh etzberotav, ses 3 doigts al pasiado sur l'intérieur de sa main. Vezeu, et c'est ce qu'on appelle kometz, bemashma, lachon ivrite en hébreu. Kometz, c'est donc recourber les 3 doigts vers l'intérieur de la main, vers la paume, et ça, c'est le kometz. Ça devait être plein. Ni plus, ni moins. Alcool levonata. Alors, c'est pas sûr ici qu'il faut dire, c'est levad kol levona, à part tout l'encens, la levona, yé akometz malé. À part cela, il fallait que la poignée soit pleine donc de ce mélange de farine et d'huile, à part la levona. Levonata veiktir. Alors là, Rashi joue entre guillemets avec les mots en prenant le mot levonata collé à ce qu'il dit après veiktir pour nous dire que concernant la levona, c'est-à-dire l'encens, haf a levona beaktara. Elle aussi, elle doit être brûlée. Mais entièrement. Melo kumtso misolta ou mishemena, im kamat, s'il a pris sa poignée, ve'ala beyado, et avec sa poignée, c'est monté gargir melach. On verra que dans tout oblation, il faut mettre du sel. Donc s'il a pris un grain de sel, on parle de gros sel là-bas, au korette, ou bien même un tout petit peu de levona d'encens, il fallait qu'il prenne uniquement mi solta ou mi shamna, de sa farine et de son huile. Askarata, akometz, la petite poignée, aolé, la gavoie qui monte vers le haut, c'est-à-dire qui est consacrée à Dieu, ou zikaron amincha, c'est un souvenir de cette oblation, chez Bo Niskar Be'alea, que là, Kadosh Baruch Hu, par le fait que cette petite poignée va être brûlée, il va se souvenir de ses propriétaires, les Tova, pour le bien, ou les Nachatrouar, et pour lui faire plaisir. Donc, c'est uniquement cette petite poignée qui va servir de souvenir pour l'ensemble du korban et surtout pour l'ensemble des personnes qui vont faire cette mincha, cette oblation. Pasuk Gimel, Vanoteret mina mincha, ce qu'il restait de l'oblation, les Aaron ou le Vanav. C'était donné à Aaron et à ses enfants. Kodesh Kadashim, c'est d'un niveau de saint des saints, Meishe Hashem, parmi ce qui est brûlé
en l'honneur d'Hachem. C'est-à-dire que les restes de la mincha, donc composés de farine et d'huile, étaient donnés à Aaron et à ses enfants. Rachid expliquait qu'il y avait quand même une différence entre Aaron et Banav, ses enfants. Les Aaron ou le Banav. Kohen Gadol, le Kohen Gadol notel chelek berosh, il se servait en premier, shelo bemachloket, sans avoir à participer au partage égal du reste. Donc il choisit la part qu'il veut en premier, vea idiot, alors que le Kohen simple, bemachloket, lui, il devait participer à un partage égal entre tous les Kohanim qui étaient de service. Kodesh Kadashim, Ilahem, c'est un niveau de saint des saints pour eux, c'est-à-dire qu'ils vont devoir attendre que ça soit sanctifié, mais Ishe Hashem, Dieu, feu de Dieu, En Lahem Chelekba, ils n'ont de part dans cette mincha, et là, les achar, matnot aishim, seulement après que ça a été mis sur le feu. Avant que ça ait été mis sur le feu du misber, ils ne peuvent pas se servir sous prétexte qu'au final, ce qu'il restera leur appartient. D'abord, il y a la consacration à Dieu, Kodesh Kadashim, mais Ishe Hashem, et après, simplement, ils peuvent prendre ce qu'il reste. Donc nous allons maintenant étudier une autre sorte d'oblation, Minchat Ma'afet Tanour. Pasuk Dalet, Vechi Takriv. Lorsque tu vas approcher, tu vas offrir Korban Mincha, donc une oblation, Ma'afet Tanour, cuite au four. Solette, donc la base ce sera de la farine, de la fleur de farine. Maintenant, Chalot Matzot, il y a une manière, ce sont des Chalot Matzot, des miches de matzot, belulot bashemen, qui sont mélangés avec de l'huile, ou rekik et matzot, ou bien, deuxième sorte, ce sont des galettes de matzot, meshuchim, bashamen, qui sont, elles, simplement enduites avec de l'huile. Ici, on a donc deux sortes. Chalot matzot, rekik et matzot. La différence, c'est que chalot matzot, ça ressemble, grosso modo, à des pitotes, et rekik et matzot, ça ressemble vraiment à nos galettes bien plates. Maintenant, nous allons voir qu'il y a aussi une différence dans la fabrication de la base de la mincha. Rachid Alet Vechit Akriv, chez Amar, celui qui dit Are alay minchat ma'afet tanour. Are alay, je prends sur moi d'offrir minchat, une oblation ma'afet tanour cuite au four. Velimed Akatouv, le passouk nous enseigne, chez Avi, qui peut amener deux sortes. Au chalot, ou des miches, au rekikim, ou des galettes. Quelle est la différence? Chalot matzot, c'était hachalot belulot. Les chalot sont mélangés avec l'huile. Varekikim, alors que pour les rekikim, ça ne demande pas un mélange, mais seulement meshuchim. Seulement enduire la galette d'huile. Venichleku rabotenu bemeshichatan. Maintenant, nos chachamim discutent sur comment on devait enduire ces rekikim matzot. Yesh omrim, certains disent moshran, on les enduit. Vechoser, et encore une fois, ou moshram, on les enduit. Ad shekala, jusqu'à que soit complètement utilisé, se termine kol hashemen shebalog, toute l'huile contenue dans le log. Le log, c'était la quantité d'huile obligatoire qu'on devait amener. Et une fois que j'ai commencé à enduire la galette avec l'huile, je dois le faire jusqu'à que toute l'huile a été imbibée dans la galette. Parce que chez Kol Amenachot, parce que de toute façon, toute oblation, Teunot, log shemen, il y a besoin aussi d'amener un log shemen avec lui. Certains disent non. Moshran kemin ki. Il devait simplement l'enduire une seule fois avec la forme d'une lettre qui s'appelle ki, ou she'ar hashemen, et le reste de l'huile, nehechal bifneatzmo, sera consommé seul, à part la kohanim pour les kohanim. Donc, on faisait une seule fois la forme d'une lettre ki yévanite, une lettre ki grecque sur la galette, et après le reste on donnait aux kohanim. Alors, ki yévanite, c'est quoi? Le ki yévanite, ça ressemble à peu près à notre C, seulement il y a des discussions comment, où est la base de ce C. Alors, d'après certains, ça ressemble à un tête, c'est-à-dire que la base est en bas. D'après certains, ça ressemble à un nun, un chaf. En tout cas,
c'est quelque chose qui pouvait utiliser son pouce et son doigt pour pouvoir faire cette forme. Alors maintenant, Rashi se dit, Ma Talmud lomar ba shemen ba shamen shene peamim. Ici, dans le passouk, on voit deux fois le mot shemen. On voit la première fois, Ma'afetanour, solet chalot matzot belulot ba shemen, et après, urekike matzot meshuchim ba shamen. Pourquoi deux fois? Les archir, c'est pour nous permettre d'utiliser shemen, l'huile, sheni, de deuxième pression, ou shlishi, et de troisième pression. Ayotzim, min hazetim, qui sortent des olives. Tsarich, on n'a pas besoin, shemen rishon, de l'huile de première pression. Et là, la menorah, ça c'est obligatoire que pour la menorah. Shene marbo, comme on l'a vu, où c'était marqué, shemen za'itzach. Donc c'était de l'huile la plus pure. Donc comment ça se passait? On a vu ça dans Parashat Tetzavé. On prenait les olives qui étaient arrivées à maturité en haut de l'olivier et on les mettait à sortir leur huile de la manière la plus naturelle possible. C'est une huile de pression à froid, ce qu'on appelle, sans forcer l'arrivée de l'huile. C'est seulement après, pour la deuxième pression et la troisième pression, que là, on utilisait d'autres stratagèmes. La plus pure, c'est la première pression. Zach. Cette huile, elle était réservée à la menorah. Après, pour ce qui est de deuxième et troisième pression, ça pouvait être utilisé pour les menachot, pour les oblations. Feshaninu bimnachot, on a enseigné dans le traité menachot. Kol ha-menachot ha-fuyot. Toutes les menachot qui doivent être cuites. Lifnik mitzatan, avant que le Kohen prenne une poignée pour la mettre sur le misber. Venik matzot haliede petita. Et pour pouvoir prélever cette poignée, il faut d'abord les émietter. Kulam bahot, toutes doivent venir eiser chalot, par 10. Ve'amur ba. Et quand on dit rekikim, ba asara rekikim, c'est aussi 10 galettes. Comme ça, la Gemara dit dans Masechet Menachot. Ça veut dire qu'avec la quantité de farine et d'huile, on fabriquait 10 unités, ou de chalot matzot, ou de rekike matzot. Maintenant, autre sorte de menachot, pasouké, ve'im mincha, si c'est une oblation al machavat, à la poêle. Korbanecha, alors ton offrande, ça doit être solette de la farine, beloula bashemen, qui est mélangée à de l'huile, matzatier, elle sera matzah, c'est-à-dire non fermentée. Rachid expliquait c'est quoi, comment on faisait ce al machavat. Rashi ve'im mincha al machavat chez Amar, celui qui dit are alay minchat machavat, je prends sur moi une oblation faite à la poêle, ou chli ou, c'était un ustensile chez Yabamigdash qui était dans le temple, chez Ofim bo, dans lequel on cuit minchazou, cette oblation, à la our, sur le feu, beshemen, dans de l'huile. Vakeli eno amok, c'est un récipient qui n'est pas très profond, et la tsaf, mais complètement plat. Ça ressemble un petit peu à une poêle à crêpes aujourd'hui. Umaase mincha. Et donc, la préparation de ces oblations chez Betocho, quand c'est fait à l'intérieur de cette poêle, kashim, ils sont durs, ils sont un petit peu croustillants. Chez Mitor, chez Hitsafa, parce que comme la poêle est très plate, à Our, Sorefet Hashemen, le feu va tout de suite consumer l'huile, Vechulam, et donc, ça fait une cuisson qui est un petit peu ferme. Donc, pas comme les crêpes, pas du tout comme les crêpes, mais plutôt comme une galette dure. Maintenant, Rachid de nous rappeler, Vechulam teunot shalosh matenot shemen. Dans tous les cas d'oblation, il faut mettre 3 fois de l'huile. Yetzika, ou belila, ou matan shemen bikli. Il faut yetzika le versement, ou belila le mélange, ou matan shemen bikli, et mettre de l'huile dans le récipient, kodem le asiatan, avant de les faire. C'est-à-dire, avant de mettre la farine dans le récipient, il fallait mettre de l'huile, farine, et encore une fois de l'huile, et après, le tout être mélangé. Solet beloula bashemen, Rachid de nous expliquer, Melamed, de là on apprend, Shebo le lam, qu'il faut les mélanger, Beodam solet, quand ils sont encore à l'état de farine. Et donc après qu'on a fabriqué cela, Pasuk vav patot ota pitim, tu vas la rendre en morceaux, tu vas l'émietter, via tsakta alea shamen, tu vas verser dessus de l'huile, mincha'i, c'est une oblation. Rachid expliquait patot ota pitim, les rabot,
c'est pour nous inclure kol hamenachot, toutes les sortes d'oblations, haneefot, qui doivent être cuites kodem kmitza, avant qu'on puisse prélever une poignée, et c'est pas possible puisque ce sont ou des chalot matzot, ou des rekikim, ou bien al-machavat, c'est une espèce de galette très très dure et très très fine, donc comment on peut prendre une poignée? Donc c'est pour ça, les petita, on a d'abord besoin de passer par l'émiettement. V'yatzakta alea shemen mincha'i, v'yatzakta alea shamen, mincha'i, les rabot, c'est pour nous inclure kol ha-menachot, que toutes les menachot, les yitzika, il y a besoin de verser de l'huile. Yachol, c'est possible, af mincha mafetanu, même dans le cas de la mincha qui est cuite au four, Talmud loma, alea. On vient nous dire ici, v'yatzakta alea sur elle. Otsi et a chalot, on a exclu les chalot, les miches, cuites au four, velo otsi et a rekikim, et donc tu veux dire aussi que cette loi que tu as exclue pour les chalot n'est pas doit être appliqué, pour les rekikim, Talmud loma, la Torah nous dit, elle, ça veut dire, pour bien nous préciser que même dans le cas de rekikim, il n'y aura pas la même loi de ve'atzakta alea shamen. Donc, par le fait que on dit alea, on exclut les chalot, comme on dit on exclut les rekikim. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne journée, Bezrat Hashem, à demain, pour la suite de l'étude de notre Parashat Vaïkra.